Kaye, Kidal, en passant par Taoudeni et Banamba, c'est en deuxième région administrative du Mali. Fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a regagné Bamako ce dimanche 23 février après un bref séjour en Côte d'Ivoire. Et puis on en parlera également dans cette édition de la fin des travaux du premier congrès ordinaire de l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne. Voici entre autres des principaux sujets qui vous seront développés au cours de cette édition. Installez-vous, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais en début de cette édition, après un bref séjour en République de Côte d'Ivoire, marqué par l'inauguration de la nouvelle résidence construite et offerte gracieusement par les Ansars de la Fédération de Bouaké à son éminence, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, a regagné le pays ce dimanche 23 février. Suivons les récits de son itinéraire de Sikasso jusqu'à Bamako, Bankoni, Djangine-Bougou avec nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Bouya Koulibaly et Fousseni Keita. De retour de son voyage ivoirien, le guide spirituel des Ansars et sa délégation ont été accueillis en grande pompe par des milliers de personnes depuis l'entrée de la capitale, en passant par les quartiers comme Kalabankoura, Sabali-Bougou, Daouda-Bougou, Badala-Bougou, Bamako-Koura, Bolibana, Dar Salam, jusqu'au centre-ville avant de rallier Kourofina et enfin Bankoni Djangine-Bougou où des centaines de fidèles musulmans attendaient l'ambassadeur de la paix et la délégation qui l'accompagnait. Tout au long du trajet, les sympathisants sont sortis pour souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansars et à sa délégation. A noter que c'est exactement à 18h que le guide et sa délégation ont regagné la famille chérifienne avec tous les honneurs. Jeunes, femmes et enfants attendaient dans une ambiance festive à l'arrivée du président du Haut Conseil islamique du Mali. Une forte mobilisation était également au rendez-vous pour accueillir l'homme dont les prêches ont guidé des milliers d'hommes et de femmes sur la voie de la droiture. Notables et leaders religieux, tous sont sortis dans la même ferveur pour recevoir Zamzamiyou, occasion de rappeler les multiples actions religieuses et patriotiques du président du Haut Conseil islamique du Mali. Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a surtout remercié les Ansars de la Fédération du Béké en Côte d'Ivoire pour leur engagement constant et la grande mobilisation dont ils ont fait montre tout au long de son séjour. Dans le souci de protéger les consommateurs, la Direction nationale du commerce et de la concurrence du district de Bamako a saisi courant les mois de décembre et janvier sur les marchés une quantité importante de produits dont les dates de péremption sont largement dépassées. La DNCC a procédé à l'incinération des 10 produits le jeudi 20 février 2020 à Dio, situé à une vingtaine de kilomètres de Bamako en présence des responsables de la structure. Suivant. Nous sommes résolument engagés à lutter contre l'insécurité sanitaire des aliments. Et pour cela, nous avons intensifié la surveillance des points de vente. De décembre à janvier, nous sommes parvenus à retirer 40 tonnes de produits dangereux pour la santé des consommateurs, estimés à 62 millions. Après une longue période de sensibilisation, nous sommes maintenant dans la phase de répression. Les commerçants incriminés sont sanctionnés conformément aux dispositions de la loi portant protection du consommateur. Et nous demandons aux commerçants de vérifier de temps en temps leurs propres produits et de nous signaler ceux qui sont périmés. Par la même occasion, nous demandons aux consommateurs de faire preuve de plus de prudence lorsqu'ils achètent leurs produits alimentaires. Et au niveau du commerce, nous nous basons sur la loi portant protection du consommateur qui déclare ces produits dangereux pour la santé du consommateur. Il appartient au département de la santé de se prononcer sur la nocivité de ces produits. Nous demandons aux consommateurs de faire preuve de plus de prudence
lorsqu'ils achètent des produits, surtout alimentaires. Chaque fois que je viens ici, c'est que j'ai la chair de poule parce que je n'arrive même pas à mesurer tout le danger que court le consommateur malien. C'est pourquoi quand je viens ici, même si c'est une seule bouteille peut tuer 10 personnes. Donc, vraiment, c'est nos comment. Non, à la direction, je leur dis de continuer leur travail, de traquer de jour comme de nuit. Parce que nous sommes tous menacés. Et toi et moi, nous sommes tous menacés. Donc, que l'État leur donne tous les moyens nécessaires pour qu'ils viennent à bout. Et aux commerçants, ce que je leur dis, vraiment d'avoir un peu de civilité et de patriotisme. Le gain facile là ne sert à rien. Il ne faut pas empoisonner tes compatriotes parce que tu veux l'argent facile du jour au lendemain. Non, on quitte tout ça. Et aux consommateurs, à beaucoup de vigilance et à dénoncer, faire que ce peut. Quand ils arrivent dans un magasin, ils trouvent qu'une anomalie, la première réaction qu'ils dénoncent. Tant qu'on ne dénonce pas, on n'en viendra pas à bout. L'Union des jeunes pour l'émergence du Mali a procédé au lancement officiel des activités de son association le samedi 22 février 2020 au CRES de Badelabougou, en commune 5 du district de Bamako, en présence d'invités de marque ainsi que des membres de la structure. Moussa Fomba nous en dit plus. L'Union des jeunes pour l'émergence du Mali est une association apolitique. Depuis sa création en 2018, elle a mené plusieurs activités pour le développement économique et social. Mais l'éducation a été l'un des domaines prioritaires d'intervention pour cette structure. En cette cérémonie de lancement du GEM, en ma qualité de président de la commission d'organisation, je clôture cette phase de salutation en vous affirmant que nous sommes honorés par vos marques de considération, car cela prouve que notre union entre Maliennes et Maliens est sacrée. La présente cérémonie se tient à un moment particulier de l'histoire de notre pays, le Mali. Notre pays se trouve engagé dans une guerre sans merci contre un ennemi qui menace à la fois notre intégrité territoriale et notre existence. Nous percevons en cette cérémonie la meilleure occasion d'informer, de sensibiliser ainsi que de motiver, dans la mesure du possible, toute la jeunesse malienne, acteurs économiques, sociaux et culturels, afin qu'ensemble, nous optons et luttons avec les mêmes vocations pour un objectif commun. Œuvrer pour l'émergence du Mali dans le domaine de l'éducation, de la santé. Au cours de la rencontre, le président s'est prononcé sur les grandes lignes du plan d'action de l'association pour l'année en cours. Après avoir déterminé nos domaines d'intervention, qui sont tout d'abord l'éducation, la santé, l'action humanitaire et le développement durable, l'UGEM s'est fixé comme tout premier domaine d'intervention l'éducation. En effet, ce domaine qui relève comme un facteur indéniable du développement de tout pays. Ainsi, nous nous devons de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali et dans toutes ses dimensions, y compris dans nos familles, dans les rues, dans les classes et dans toutes les autres dimensions demandées. Nous avons une jeunesse qui a pris conscience qu'elle est désormais le seul acteur qui doit conduire sa propre destinée. À ce titre, les membres de l'UGEM se sont résolument tournés vers des actions de développement. Des actions de développement certaines pour bâtir un Mali émergent et prospère. Et ce n'est pas pour rien que si nous regardons la vision inscrite dans leur agenda, l'éducation se place en tête. Vous savez que selon une étude de la Banque mondiale,
Pour qu'un pays puisse atteindre l'émergence, il faut au moins que 4% de sa population soit inscrit dans l'agenda de l'enseignement supérieur de qualité. Remise de trophées d'attestation, sketch, prestations d'artistes ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. Et je vous l'annonce également en titre, fin des travaux du premier congrès ordinaire de l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne le dimanche 23 février au centre Djoliba. L'objet de cette rencontre est de chercher les voies et moyens pour l'épanouissement et la promotion des activités commerciales. Moussa Fomba nous en dit plus encore. 2 jours durant, les 22 et 23 février 2020, les commerçants voyageurs de l'intérieur et de la diaspora ont débattu sans langue de bois sur les difficultés qui minent le secteur à l'occasion de leur premier congrès ordinaire. L'association Akov Madia a été créée en 2014 parce qu'on avait des sérieux problèmes au niveau du gouvernement, surtout à la douane malienne. Depuis en 2014, ils ont voulu faire une augmentation de 30% sur les tarifs douaniers sans qu'on informe les commerçants même, les vrais acteurs même qui sont dans l'affaire. Donc on a vu vraiment, on a joué nécessaire, vraiment ça ne peut pas continuer. Raison pour laquelle on s'est réunis vraiment pour que nous-mêmes on puisse parler de nos affaires au Mali. Parce que en 2014, on a vu qu'il y a certaines personnes seulement qui ont décidé ça. Donc la douane ne peut pas travailler sans informer les commerçants. Et en 2016 aussi, on avait un problème, un sérieux problème aussi concernant les visas type M chinois. Aucun Malien, on a fait 9 mois où il n'y a aucun Malien qui gagnait le visa chinois. Donc on s'est réunis encore pour faire cette lutte. Et Dieu merci, aujourd'hui, vraiment, le problème est décanté. Ces 2 jours de travaux ont permis l'élaboration du statut règlement de l'Akov Madia, qui est une association en politique. On demande aux autorités maliennes d'abord, la première des choses, de faire un guichet unique. S'ils ne peuvent pas faire le guichet unique, ils n'ont qu'à faire la réduction de 50% au niveau des tarifs de douanière. C'est ce qu'on demande à l'autorité malienne. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, ça aussi, on peut s'attendre, on peut s'asseoir et puis négocier. Normalement, comment on puisse travailler ensemble, comment l'État malien peut gagner. Ça, c'est la première des choses. Nos frères, le frère détaillant qui partait pour payer des marchandises à Lomé, au Sénégal, leur camion, le droit à ça, c'est à 2 500 000. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il ne fait que récupérer 13 500 000 avec ces gens-là. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Mais pourquoi? Et c'est l'État qui gagne tout ça là. L'État ne gagne pas. L'État dit que du jour en jour, ils ne gagnent rien dans leur douane, alors que les commerçants aussi sont en train de payer. Mais où va cet argent? Nous sommes tous des Maliens. Nous voulons que le développement du Mali avance. On voyage, on va d'autres pays. On voit comment l'évolution est. Mais chez nous, c'est très grave. Donc, on ne veut pas ça, on ne peut pas continuer sur ça. C'est ça le problème. On a un dernier message toujours. On lance un message toujours à l'autorité malienne de revoir encore ce qui concerne le dédouanement, de revoir encore l'impôt, de revoir la situation des commerçants détaillants, les bâtiments administratifs qui sont au marché, de voir ça, si comment on peut gagner au moins 2 lots pour construire et redonner aux décrépits d'Amican. Vraiment, c'est ce qu'on demande à l'autorité malienne. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes leurs collaborateurs, on travaille ensemble. Nous sommes des Maliens, on est fiers d'être Maliens. Et vraiment, je me profite à cette l'occasion vraiment de présenter au nom de tous les commerçants nos condoléances à nos braves soldats qui sont tombés à la guerre du Mali. Donc, de rien. À l'issue de ce premier congrès ordinaire de l'Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne, des recommandations ont été formulées pour une solution définitive aux difficultés qui entachent l'exercice du commerce avant de confirmer le bureau de l'Akov Madia pour un mandat de 4 ans. Érigé en village le 2 septembre 2019, Djefana, dans la commune rurale du Dougoulouila, a son premier chef de village. Il s'agit de Zoumana Sissé. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée le samedi 22 février 2020 dans la dite localité en présence des autorités politiques et administratives du cercle de Banamba. Nous restons avec nos envoyés spéciaux, Samira Sanogo, Baba Keita.
Né vers 1937, Zoumana Cissé aura la lourde responsabilité de veiller au respect strict des principes régissant la cohabitation pour le bien-être des habitants de Djefana, un hameau érigé en village le 2 septembre 2019. Pour l'heureuse circonstance de son intronisation, une première dans cette localité, les fils de Djefana de l'intérieur comme de l'extérieur ont répondu massivement à l'appel et c'est là pour être témoin de ce grand jour. L'objectif principal aujourd'hui, c'était la mise en place le bureau du chef du village à Djefana. Parce qu'auparavant, c'était Djefana et à Masnabou qui sont collectés de faire un village. Donc aujourd'hui, on avait cherché de forcer des capacités donc, de prendre notre indépendance. Donc je vais dire à nos habitants, le chef du village de prendre soin, de prendre avec conscience. Parce que c'est notre guide. Donc il faut qu'on prenne soin, on les conseille. Je veux dire les chefs du village et le conseil de suivre les villages et les enfants, de donner leur main de combattre pour avoir des forces, des capacités de combattre la vie. La vie même, c'est ça. Administré par Massimina Bougou pendant des années, Djefana, érigé en village, est un grand pas dans le processus de la décentralisation et un plus dans le développement de la commune rurale du Dougoloula. D'où la réjouissance des autorités en charge de cette commune. Quand on regarde, c'est-à-dire la commune de Dougoloula, on comptait 36 villages. Mais actuellement, nous avons 37 villages. C'est une très grande joie. Djefana était un amour de Massinabougou. Alors aujourd'hui, on vient de nous octroyer un nouveau village qui vraiment, nous ne pouvons que les remercier. Surtout la jeunesse qui a beaucoup participé, s'est investi pour la création de ces villages-là. Absolument, c'est un atout pour le développement de la commune parce que c'est un de plus. Parce que à travers ça, on peut continuer à évoluer et avoir beaucoup de ressources pour que le village puisse, la commune puisse s'épanouir. Les autorités administratives du cercle de Banama se réjouissent de l'aboutissement de cet acte et remercient tous les acteurs ayant fait preuve de sagesse. Ils ont tout de même saisi l'occasion pour prêcher la paix et la cohésion sociale aux habitants de ce nouveau village. Je me réjouis ce matin d'être à Touba, l'enregistrement de Touba, précisément dans la commune de Dougolonfla, dans le village nouvellement créé par l'arrêté numéro 00181 du 2 septembre 2019 du gouverneur de la région de Koulikoro, créant le village de Djefana, qui a eu son nouveau chef de village. Je me réjouis de la création de ce village dans la mesure où ça s'inscrit dans le cadre normal de l'évolution normale des choses. Donc je me réjouis ce matin d'être là et je remercie tout le monde, et à commencer par les initiateurs du hameau, le village maire qui est Massimina Bougou, les autres villages voisins qui n'ont pas manqué au rendez-vous, et au bénéfice exclusif de la commune de Dougolonvla, l'enseignement de Touba et du cercle de Banamba, dont j'ai la charge aujourd'hui. Nous nous réjouissons et nous félicitons le conseil de village qui a été mis en place de façon consensuelle, tout comme le chef de village d'ailleurs. C'est l'aspect qu'il faut saluer, parce que ce n'est pas le consensus que M. Zoumana Cissé vient d'être désigné par ses pairs, et le préfet n'a fait qu'entériner cette désignation par sa nomination. Majoritairement composé de Soniké et de Bambara, le village de Djefana est situé dans la commune rurale du Dougoloula, cercle de Banama, dans la région de Koulikoro. Il compte environ plus de 600 personnes. Pour terminer, voici le tour d'horizon de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image, commenté par Marietou Diallo. Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du Togo, selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi 24 février par la Commission électorale nationale indépendante. Selon les chiffres de la CENI, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix, soit près de 14 points de plus lors de sa dernière élection en 2015. Le taux de participation est de 76,63%, là aussi bien plus élevé qu'en 2015 où il avoisinait les 61%. La société civile recense des bourrages d'urnes et des inversions de résultats.
L'inquiétude grandit à l'approche du double scrutin, élections législatives et référendum constitutionnel ce dimanche 1er mars. La tension monte dans les différents camps politiques alors que l'opposition menace de tout faire pour empêcher la tenue du scrutin. Les discours se radicalisent et suscitent l'inquiétude des associations. D'un côté, certaines voix dans l'opposition appellent à s'en prendre au matériel électoral et au bureau de vote. En face, d'autres voix, du côté du parti au pouvoir, appellent à s'en prendre à ceux qui commettraient de tels actes. Le FMI et la Banque mondiale ont suspendu leur mission dans le pays. L'inquiétude domine à Conakry, la capitale, sans presque aucun signe de campagne électorale, hormis quelques affiches. Les hôtels se vident. Les activités tournent au ralenti dans les ministères. Les principaux membres du gouvernement et les cadres du parti au pouvoir battent actuellement campagne à l'intérieur du pays, de même que le président de la République. Un attentat à la bombe pendant un rassemblement de soutien au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait 29 blessés dimanche, a déclaré un responsable de la police, illustrant de nouveau l'instabilité dans le pays avant les élections prévues en août. Le meeting était organisé dans la ville d'Ambo, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale Addis Abeba. La commission électorale éthiopienne a proposé le 15 janvier d'organiser les très attendues prochaines élections générales en août, en pleine saison des pluies, s'attirant immédiatement des critiques. La campagne officielle démarrerait le 28 mai. Deux partis d'opposition, le Front de Libération Oromo, OLF et Ezema, avaient notamment demandé en janvier à ce que le scrutin soit repoussé en fin août, en espérant que les pluies seraient alors moins denses. Commentant l'origine du coronavirus, l'ambassadeur chinois en Russie a déclaré que l'épidémie virale détectée initialement en Chine n'avait pas été créée artificiellement. Une telle information a été avancée lors d'une conférence de presse tenue le 24 février à Moscou. Depuis que le nouveau coronavirus a été détecté, plus de 77 100 personnes ont été contaminées et 2592 ont été tuées par ce virus en Chine. Selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises, la source exacte du nouveau coronavirus n'a pas encore été confirmée. Des experts chinois estiment que le virus est apparu sur un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages destinés à la consommation humaine. Les scientifiques soupçonnent une mammifère et ont tour à tour suspecté les chauves-souris, les pangolins et d'autres animaux. Réclamé par la justice américaine pour avoir publié une masse d'informations classifiées, le fondateur de Wikileaks va s'efforcer à partir du 24 février de convaincre la justice britannique de refuser de l'extrader vers les États-Unis. Les États-Unis lui reprochent notamment d'avoir mis en danger certaines de leurs sources en publiant en 2010 sur Wikileaks 250 000 câbles diplomatiques et 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Parmi ces documents figurait une vidéo montrant des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, rappelle l'AFP. Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange a été interpellé en avril dernier par la police britannique avant d'être condamné le 1er mai pour violation des conditions de sa liberté provisoire. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 24 février 2020. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Sachez que chaque jour est une vie et chaque vie est une chance. Travaillons à la beauté des choses. Allah puisse réconcilier les cœurs et les esprits. À demain, Inch'Allah.